BDO. À chaque case que tu coches, ça te permet d'avoir plus d'ambition. Il faut trouver des gens qui ont des personnalités, avec qui tu peux bien t'entendre. À partir du moment où on va sur les marchés, surtout sur les produits dérivés, c'est des types d'investissements qui peuvent être très risqués. On grossit, quoi. C'est un peu autoréalisateur. Et le but, c'est d'être numéro 1 mondial. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Antoine Dussoulier, le fondateur et PDG d'IBAN First, le spécialiste du paiement multidevises pour les PME. Pierre-Antoine a lancé IBAN First en 2016 avec pour mission de simplifier les paiements internationaux et d'offrir une alternative aux banques traditionnelles. Avant de créer IBAN First, Pierre-Antoine a commencé sa carrière dans le secteur en tant que trader sur devises chez Calion à Londres. Il a ensuite fondé Cambist.com, un courtier de forex en ligne qu'il a vendu quelques années plus tard à Saxo Bank. Après cette acquisition, il a occupé le poste de CEO pour l'Europe de l'Ouest chez Saxo Bank avant de se lancer dans l'aventure IBAN First. Il est diplômé de Schema Business School où il a obtenu un master en 2001, suivi d'un master en finance internationale à l'université de Westminster. Je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui. Salut Pierre-Antoine. Salut Arnaud. Est-ce que tu peux juste commencer par nous dire d'où tu viens, tout simplement, où t'es né ? Bien sûr, écoute, t'as dit déjà plein de choses sur moi. Et écoute, moi je viens de Paris, je suis un Parisien et je suis né à Paris 16. Il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui j'ai 46 ans. Parent entrepreneur ou dans le business Non, écoute, enfin oui et non. Si, au départ ils n'étaient pas entrepreneurs et en fait ils sont devenus, on va dire, entrepreneurs. Ils étaient à leur compte. Qu'est-ce que tu avais envie de faire quand tu étais petit, enfin ? Tu pensais déjà à ça ? Tu étais dans les affaires ou c'est arrivé plus tard ? Non, ouais. Depuis que j'étais petit, entre guillemets, je voulais créer des choses et être entrepreneur, entreprendre et inventer des choses. Donc voilà, j'ai créé plein de petites structures où j'ai essayé de vendre plein de petites choses avant de créer des vraies sociétés. Il y a des choses qui étaient un peu originales et qui n'ont pas marché. Et à chaque fois, je voyais quelque chose qui fonctionnait pas ou que je trouvais frustrant et qu'on pouvait améliorer. J'ai toujours essayé de le faire. Et donc, j'ai créé des sociétés comme ça. J'ai créé une société aussi pour essayer de simplifier les mots de passe, parce que les mots de passe, je trouve ça hyper compliqué. Ça n'a pas bien marché, donc du coup je suis devenu investisseur dans une autre société qui s'appelait Dashlane, qui se créait aussi à ce moment-là, qui faisait un meilleur produit que la société que moi-même j'étais en train de créer. Ouais. Donc voilà, donc j'ai fait plein de petites choses comme ça avant de faire des choses plus sérieuses avec les deux grandes sociétés que j'ai créées, c'était Cambist et Saxo Bank, et puis ensuite IBAN First. Malgré tout, tu as commencé dans une entreprise. Ça a duré combien de temps l'expérience chez Calion ? Écoute, en fait, je trouvais ça bien de faire ça, d'avoir ça sur son CV en sortant de ses études. Donc j'ai fait un peu ça comme un prolongement des études. Aussi, aujourd'hui, ça fait cool d'être entrepreneur, mais à l'époque c'était en 2001, lorsqu'on était entrepreneur, c'était pas un truc qui faisait bien dans les dîners. Par contre, dire qu'on travaille dans une salle des marchés dans une banque à Londres, beaucoup mieux. C'est super cool pour bien briller dans les dîners, entre guillemets. Et puis donc je voyais plus ça comme le prolongement des études, apprendre à travailler dans une grande entreprise, dans un milieu international, sur des choses qui sont un peu complexes, entre guillemets, qui sont du trading où il faut réfléchir. Je trouvais ça très, très intéressant. Le seul truc, c'est qu'une fois que j'ai compris ce boulot-là et puis que j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai trouvé ça beaucoup moins amusant. Je me suis dit, mince, en fait, ça m'intéresse pas autant que ça. Mais en revanche, ce qui était bien, c'est que j'ai appris un métier, j'ai appris des choses qui m'ont permis d'entreprendre après dans ce secteur-là. Parce qu'en fait, si en premier j'ai monté un site pour vendre des cigarettes en ligne, c'était parce que je savais rien faire d'autre et je connaissais rien du tout à part fumer des clopes. C'était la seule chose que je faisais en étant étudiant, entre guillemets. Donc à partir du moment où j'ai appris comment fonctionnait le marché des devises, en faisant du trading à Londres, je me suis dit, là, il y a plein d'opportunités dans ce milieu-là pour entreprendre. Et à partir de là,
ça a été toujours la même chose. J'ai entrepris dans ce milieu, dans ce secteur-là. Dans ce secteur, les devises, le paiement. T'es tombé dans le secteur des devises par hasard ou Ouais, je suis tombé vraiment par hasard parce que, en fait, encore une fois, c'était l'image de la salle des marchés qui me plaisait. Mais les métiers nobles dans une salle des marchés, c'est pas les devises. C'est les dérivés, c'est les actions, les dérivés sur actions. Et donc, moi, c'est ça que je voulais faire. Mais j'étais pas pris pour ça. Donc, on voulait pas m'embaucher pour faire ce boulot-là à ce moment-là. Donc mes copains arrivaient eux à avoir le super job dans des super banques sur des dérivés, être très bien payés, etc. Et moi, avec mon profil justement de celui qui fume des clopes, en fait, j'avais un job qui est sur les devises, ce qui est très bien, mais en fait c'était un peu le parent pauvre de la salle des marchés. Ouais. Donc au départ, j'y ai allé un peu en traînant des pieds. Entre guillemets, et en fait j'ai trouvé ce milieu-là passionnant. Donc tu crées Cambis.com. Comment t'es venue l'idée? Là aussi c'est un pain point que tu as observé dans ton premier job et tu t'es dit allez je vais entreprendre. Ouais, exactement. Ouais. En fait, donc, premier job j'étais à Londres et à Londres il y avait à ce moment-là beaucoup de sociétés qui proposaient du spread betting ou de l'investissement sur les CFD, sur les contracts for difference. C'était quelque chose qui n'existait pas en France, qui n'existait pas en Europe continentale. En France, on avait Boursorama, Bourse Direct, des choses comme ça, avec lesquelles on pouvait investir sur des actions françaises. Mais c'était impossible d'investir sur les devises. Et donc, je trouvais ça assez frustrant. Et donc, je me suis dit, il y a une opportunité parce qu'il y a des Français qui sont intéressés pour le faire. Il y avait des trucs vraiment de niche avec des spécialistes de l'analyse technique. Il y avait le forum de l'analyse technique, des choses comme ça, le salon de l'analyse technique, où il y avait des groupes d'investisseurs français qui ouvraient des comptes à l'étranger. À l'époque, il n'y avait pas MiFID, donc ils ouvraient des comptes via Internet aux États-Unis. C'était hyper compliqué pour pouvoir spéculer sur les devises. Je me suis rendu compte de ça et je me suis dit, il y a une opportunité. Il faut créer un courtier sur les devises pour le marché français parce que les Français ont envie d'investir sur le dollar, sur le yen. Ceux qui sont intéressés par l'investissement, ceux qui sont intéressés par ces sujets-là, il faut qu'ils puissent le faire de manière légale en France. À quel moment tu décides de vendre? C'est une opportunité? C'était au bout du projet? Non, ça allait très vite en fait. L'opportunité qui était intéressante à ce moment-là, c'est que je suis allé voir le régulateur français. À l'époque, aujourd'hui c'est la CPR, mais à l'époque ça s'appelait CECEI. Et je lui ai dit, ce que je viens de te dire, c'est qu'il y a des Français qui ouvrent des comptes à l'étranger pour faire cette activité-là. Et donc, ça serait bien qu'ils créent un environnement régulatoire pour pouvoir qu'il y ait des gens comme moi qui développent des propositions en France pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est alors que j'étais tout jeune et que j'avais zéro expérience, à part une expérience justement de trading chez Calion, ils m'ont écouté et ils ont créé un agrément spécifique pour nous, pour pouvoir faire cette activité. Dès qu'ils l'ont créé, j'ai fait une demande pour cet agrément et j'ai eu cet agrément. Et donc, ça, c'était en 2007. J'étais le premier et le seul à avoir l'agrément. Et tous les premiers passionnés de cette activité-là qui faisaient ça via l'étranger, ils sont directement allés chez nous. Et ça a tout de suite très bien fonctionné. Et donc, j'ai eu deux propositions en fait qui sont tout de suite arrivées de manière naturelle. Une justement d'un broker américain qui avait l'habitude d'ouvrir des comptes pour les Français qui voulaient faire ça et qui voyaient qu'ils n'en ouvriraient plus à partir du moment où je serais là, qui m'a proposé de faire une joint venture avec moi. Ça s'appelait une société qui s'appelle FXCM, qui était listée sur le NYSE et tout, qui était une super belle boîte, et qui m'a dit écoute, on prend une petite participation dans ta boîte. Et en plus, on te donne le nom, le FXCM France. Donc, tu as le nom FXCM France. On te donne même tous les clients qu'on a déjà ouverts historiquement avec FXCM, les clients français. Et on te donne ce nom et on te donne un budget marketing d'1 million de dollars par an pour te développer. Parce que la clé de ce business, c'est le marketing. Donc, le deal était génial. Et je leur dis oui. Mais
À ce moment-là, il y a les Danois qui étaient très forts, qui sont très forts dans ce business aussi, qui s'appelle Saxo Bank, ont entendu parler de ça et ils ont dit non, nous on ne veut pas qu'il y ait ça qui arrive parce que si c'est ça qui se passe et FixCM sera en France, d'un seul coup ils vont avoir une position avec un agrément en France et en Europe. Ça va pas être bien du tout, ça nous plaît pas. Donc ils m'ont appelé en me disant nous on t'achète tout, on t'achète 100% de la boîte. Et ce qu'on te propose, qui était super cool à l'époque, c'est qu'il me dit on te propose, ok, la boîte est encore petite, mais on va te payer sur les revenus que tu feras dans les 3 années qui viennent, donc avec un système de earn-out. Donc en fait, tu auras un intéressement direct à tout le développement que tu feras pour Saxo Bank, où tu vas gagner de l'argent comme si tu vendais ta boîte pas aujourd'hui, mais en fait dans 3 ans. T'as hésité ? Moi, j'ai beaucoup hésité, ouais. J'ai beaucoup hésité. Donc j'ai beaucoup hésité d'ailleurs, et c'était... je me suis posé plein de questions à ce moment-là, parce que même si il y avait un système de earn-out, etc., donc c'était intéressant de se projeter avec Saxo Bank, je me disais que ça va être un peu quand même la fin d'une aventure entrepreneuriale que j'avais commencé juste 2 ans avant, donc ça va être un peu rapide. Mais in fine, donc j'ai quand même choisi Saxo, et j'étais très content à ce moment-là. En fait, j'étais encore jeune, j'avais moins de 30 ans. Je me voyais pas, je me voyais aussi apprendre des choses aussi pareil avec Saxo Bank. Donc continuer à apprendre. Ce que m'a proposé Saxo Bank après assez vite, c'était de transformer aussi l'agrément qu'on avait en France en agrément de banque, que ma société avait comme agrément en agrément de banque. Donc c'était sympa parce que je devenais président d'une banque en France. Ensuite, assez vite, je suis devenu le head de la région Western Europe pour toute la banque. Donc j'ai pu ouvrir des bureaux un peu partout en Europe et cette activité s'est énormément développée. On avait une équipe cycliste avec laquelle on a gagné le Tour de France. Donc c'était des super responsabilités avec beaucoup de latitude aussi, parce que j'avais ce thème de earn-out aussi où en fait quand on a un deal, ce genre de deal aussi, la banque me donnait beaucoup de moyens pour développer l'activité, mais me mettait zéro pression aussi parce qu'ils ne voulaient pas mettre une pression pour pas qu'après je puisse dire une excuse. En fait, j'ai pas pu faire mon j'ai pas pu faire mon BP parce que vous m'avez trop surveillé. Voilà, parce que vous m'avez embêté. Voilà, exactement. T'avais combien de personnes au plus haut ? En fait, ça allait très vite, parce que quand j'ai vendu à Saxo, on était moins d'une vingtaine, on était 20 peut-être, quelque chose comme ça, donc c'était en 2008. Et après, au plus haut à Saxo, donc que en front office, une centaine de personnes. Donc on a ouvert à 2 choses qui étaient intéressantes. Donc au CFD, donc justement Contract for Difference, mais avec des sous-jacents autres que le change, donc avec des actions, enfin tous les sous-jacents possibles en fait avec les CFD. Et puis après on a ouvert aussi aux choses beaucoup plus classiques, donc aux actions, aux contrats futurs, aux options. Et ça, donc du trading après sur plein de produits. Voilà, trading sur plein de produits. Et la plateforme Saxo Bank est géniale pour ça, c'est que c'est vraiment une plateforme unique sur laquelle il y a toutes les classes d'actifs qui sont accessibles et sur tous les marchés au monde aussi. Donc ça, c'est très intéressant parce que ce qui s'est passé aussi au cours de ces années-là, c'est que les acteurs historiques français sont un peu retirés du marché, comme Boursorama, qui est devenu plus une banque en ligne. Historiquement, c'était un courtier en ligne. Et petit à petit, ils sont retirés. Et ils ont arrêté d'investir. Ils ont plutôt investi vers la banque en ligne. Et les autres, c'était comme donc on va dire des bourses directes ou des Fortuneo, des choses comme ça, en fait proposaient essentiellement un accès à la bourse de Paris. Encore une fois, avant on va dire 2010, les investisseurs français étaient très contents d'investir sur la bourse de Paris, mais à partir des années 2010, tout le monde voulait du Apple, du Google, des valeurs comme ça, et puis maintenant du Tesla, etc. Donc c'est ça les valeurs sur lesquelles, c'est des valeurs qui sont devenues internationales, mais en fait il faut se remettre encore les choses en perspective. Il y a 10 ou 15 ans, en France, personne n'investissait sur le marché américain. Aujourd'hui, je pense que n'importe quel investisseur ou petit spéculateur, il s'intéresse beaucoup plus aux valeurs américaines qu'aux valeurs françaises. Donc c'était sympa parce qu'on avait une proposition, on était les premiers à offrir un vrai accès aux valeurs américaines, et ce qui fait qu'on a eu beaucoup de succès aussi pour ça. Et puis aussi, quand on avait une super technologie, on a mis cette technologie en marque blanche auprès de plusieurs acteurs, soit des courtiers, soit des acteurs bancaires, qui ont utilisé
stack technologique pour offrir notre service à leurs clients. Et c'était quel type d'investisseurs là? C'était que des investisseurs particuliers et des investisseurs particuliers mais chevronnés. Donc, par exemple, le compte minimum chez Saxo Bank, c'était 10 000 € pour ouvrir un compte chez nous. Et en fait, l'idée derrière ça, c'était qu'on voulait avoir des investisseurs qui savaient ce qu'ils faisaient, qui comprenaient les risques, parce qu'en fait, à partir du moment où on va sur les marchés, surtout sur donc, des produits dérivés ou même des actions américaines ou des choses comme ça, en fait, c'est des types d'investissements qui peuvent être très risqués. Et en fait, il faut être prêt il faut avoir assez d'argent et il faut être prêt souvent à en perdre pour pouvoir en gagner. Donc, on s'adresse à une clientèle relativement experte. Et aussi, il y avait autre chose qui s'est passé sur le marché, c'est dans les années 80, 90 et avant, en fait, il y avait tout ce qui était agent de change en France. Et à partir d'Internet, les agents de change ont disparu pour des courtiers en ligne qui étaient plutôt des courtiers où tout était automatisé et avec plus aucun service. Et en fait, tous les gens qui avaient des gros capitaux, qui voulaient vraiment investir des sommes importantes sur les marchés, s'y retrouvaient pas. C'est-à-dire s'ils passaient par une banque privée, ils n'avaient pas la technologie pour accéder au marché. Ils avaient peut-être un bon service, mais pas de technologie. S'ils utilisaient, entre guillemets, Boursorama, ils avaient probablement une bonne technologie, mais ils n'avaient pas de service. Et nous, on est arrivés et on proposait le top du top de la technologie, mieux que ce qu'il y avait ailleurs, et en plus, un service. Ce qui fait que le compte moyen chez Saxo Bank c'est un montant très très élevé. On a des clients qui ont déposé plusieurs dizaines de millions d'euros pour investir en bourse. Sur les marchés. Voilà. La technologie, c'est toi qui l'avais développée? Non. Moi, j'ai tout le temps utilisé des briques technologiques d'autres providers, d'autres solutions existantes. Et c'est pour ça que aussi, ça m'a permis d'aller aussi vite. D'ailleurs, c'est le regret que j'ai eu, entre guillemets, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vendu aussi vite cette première société, c'est que la technologie n'était pas à nous. Et c'est pas ce que j'ai fait du coup avec IBAN First aujourd'hui, où en fait on a tout fabriqué nous-mêmes. Et c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus long, ça coûte beaucoup plus d'argent. Mais in fine, ça permet de faire une aventure qui est plus grande. Propriétaire de ta techno. On va y venir. Donc tu décides de quitter. Tu aurais pu t'arrêter là? Ah non, ouais, donc j'ai pas quitté. Je suis resté chez Saxo Bank et à un moment donné, j'avais cette idée de créer IBAN First. Et donc j'ai dit oui à Saxo Bank, je vais partir pour créer cette société. On t'avait déjà eu l'idée. Tu l'avais eu comment d'ailleurs? Tu nous diras exactement ce que tu fais chez IBAN First, mais si tu peux nous dire voilà l'idée de départ, comment c'est arrivé. Ouais, pareil, une frustration, faire un paiement à l'international. Donc avec Saxo Bank, je deviens un expert du change. Je comprends parfaitement comment fonctionnent les marchés du change. Et je ne comprends pas que quand je vais dans ma banque et que je dois envoyer de l'argent à l'étranger, donc l'argent à l'étranger, il se passe deux choses. Je fais un paiement pour envoyer d'argent et en plus, je fais du change. Et je ne comprends pas pourquoi c'est aussi cher et pourquoi ça fonctionne aussi mal. Et je me dis, il y a un truc bizarre. Et je me dis que le truc bizarre, c'est que déjà la case change, je la connais, donc je sais comment la régler. Après, il y a la case paiement. Il faut que je puisse comprendre comment fonctionne le paiement. Et si jamais j'y arrive, je mettrai les deux en même temps. Et je vais offrir un super service de paiement et de change à des clients. Et donc c'était ça l'idée derrière IBAN First. Donc c'est vraiment régler le problème du paiement et du change pour des clients corporate. Qu'est-ce qui était compliqué en fait? Ce qui est compliqué, c'est déjà le manque de transparence, les prix. Alors après, j'ai compris justement pourquoi c'était compliqué et pourquoi ça fonctionnait mal. C'est les banques traditionnelles qui étaient aussi les seuls acteurs à pouvoir offrir ce service de paiement et de change, parce que avant PSD1, donc avant les réglementations européennes sur le paiement, en fait, il fallait être une banque pour offrir un service de paiement à des clients. Avec PSD1, en fait, le marché s'est ouvert et il suffisait d'un agrément de prestataire de service de paiement qui est plus facile à avoir qu'un agrément de banque pour pouvoir offrir ce type de service. Mais donc avant PSD1, c'était que les banques. Et les banques sont organisées de telle manière que le change est fait d'un côté et le paiement est fait de l'autre. C'est partout comme ça. Le seul truc, c'est que lorsqu'on est un corporate, de base, ce qu'on veut faire, c'est envoyer un paiement
en devise à l'autre bout de la planète. On ne fait pas 2 opérations. On veut juste envoyer 80 000 $. J'ai un fournisseur. Voilà, je veux payer mon fournisseur 80 000 $. Je voudrais qu'il reçoive l'argent à telle date. Je voudrais que le cours de change soit bien et je voudrais que l'argent arrive au bon endroit au bon moment. Mais je m'en fiche qu'il y ait 2 opérations derrière. Mais comme il y a 2 opérations derrière dans les banques traditionnelles, eh bien, le système est mal fait et en fait, l'expérience pour le client est mauvaise. Donc voilà, donc c'était ça, c'était faire du change en temps réel, ce qui n'existait pas dans les banques lorsque le change est lié à un paiement. Donc lorsque l'échange était lié à un paiement, eh ben, en fait, on voit le cours de change qui est appliqué à son opération le lendemain de la transaction ou après. Ce qui est quand même pas cool en termes de transparence, et donc on le voit après, donc c'est pas cool en termes de transparence, mais aussi on se rend compte qu'après souvent c'est beaucoup plus cher, ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'on avait imaginé, et puis aussi on a 0 garantie sur les délais, les dates de valeur, les choses comme ça. En fait, c'est pareil, si on veut commander quelque chose, si on veut payer un de ses fournisseurs, on veut être sûr que le fournisseur reçoive l'argent à la bonne date. On veut être sûr aussi qu'il reçoive le bon montant, parce qu'en dehors du prix aussi, il y a des choses comme, je sais pas, il y a un petit frais qui peut être pris au dernier moment. On voulait envoyer 100 000 $ et c'est 99 980 $ qui sont reçus. C'est parce qu'une banque intermédiaire a pris 20 $ à un moment donné. Donc il y a plein de petites choses. Et puis après, il y a même aussi l'argent qui peut être perdu. On le retrouve toujours, hein, mais en fait, l'argent, parfois, on peut envoyer un virement et puis pendant 3 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, on ne sait pas où est ce virement et aucune banque est capable de répondre où est passé le virement. Et ça, c'est lié au fait du fonctionnement des banques intermédiaires dans le paiement international. Il y a un fonctionnement qui est assez complexe. C'est-à-dire que si on envoie des dollars à Hong Kong, on est obligé de passer par un clearer en dollars, parce que le dollar, c'est la devise des États-Unis, donc son argent va passer par les États-Unis. Parfois, il peut y avoir 2 clearers en dollars, il peut y avoir le clearer en dollars de la banque avec laquelle on envoie. Donc, par exemple, si on envoie via IBAN First, on va peut-être utiliser Bank of America, et si on envoie des dollars sur un compte HSBC à Singapour ou à Hong Kong, peut-être que le clearer d'HSBC, pour ça ne sera pas Bank of America, ça sera une autre banque aux États-Unis. Donc il peut y avoir jusqu'à 6 intermédiaires sur une opération de paiement international. Et ces 6 intermédiaires, en fait, s'ils ne sont pas bien contrôlés, tracés, s'ils ne sont pas bien compris par l'intermédiaire qu'on utilise, le paiement il peut être perdu, il peut prendre du temps, il peut y avoir des petits frais qui peuvent être ajoutés, et ça c'est désagréable lorsqu'on fait une opération basique de paiement à l'international. Juste de paiement d'un fournisseur à l'international. Voilà. Donc c'était une usine à gaz en synthèse, quoi. Ouais, c'était une usine à gaz qu'on a simplifiée, qu'on est toujours sans cesse en train de simplifier. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment les nouveaux agréments de prestataires de services de paiement qui nous ont permis de faire ça, parce que sinon, s'il n'y avait pas eu ça, les banques n'auraient pas eu de concurrence. S'il n'y avait pas eu de concurrence, elles n'avaient pas vraiment d'incentive à améliorer tout ça. Choses, ouais. Voilà. Donc toi, aujourd'hui, ce que tu fais, si tu dois nous dire clairement IBAN First, ta proposition de valeur, c'est du paiement, mais aussi on offre des comptes en devise, et en fait, nos clients peuvent aussi recevoir de l'argent sur ces comptes et payer. Donc on est IBAN First, donc on offre des IBAN dans à peu près 30 devises différentes. Donc nos clients peuvent recevoir des paiements en francs suisses, en pesos mexicains, en dollars. Voilà. Et ils peuvent garder ces devises chez nous, ils peuvent les changer et ils peuvent aussi payer avec ces comptes. Ils peuvent payer en euros, en dollars, etc. etc. Et tout est fait pour que tout soit le plus simple possible, le plus rapide possible et le plus transparent possible. Tu t'es entouré, enfin tu vois les premières étapes, comment ça s'est fait? Oui, bien sûr. Écoute, c'est pour ça que je te disais, c'est un peu une continuité, hein, IBAN First, de quelque chose commencé en 2006. En effet, il faut des agréments, il faut des commissaires aux comptes qui vont comprendre ce qu'on fait, parce que ce qu'on fait, ça peut être particulier, surtout être dans un environnement réglementaire dans lequel on crée une société en croissance. Souvent, une société en forte croissance et la réglementation, c'est pas 2 choses qui vont ensemble. Voilà. Donc, il faut trouver beaucoup de partenaires et de gens qui vont comprendre ce qu'on veut faire pour construire quelque chose comme ça. Donc
construire un core banking aussi, donc beaucoup de technologie. Ça c'est compliqué. Donc avoir des équipes qui comprennent ce que c'est qu'un core banking. Construire aussi un environnement Swift. Donc Swift, c'est avec ça qu'on fait les paiements internationaux. Donc on est obligé d'avoir des équipes qui sont expertes en Swift. C'est très dur à trouver. Et c'est très dur à trouver aussi des équipes expertes en Swift qui sont capables de rentrer dans un environnement de croissance aussi, parce que souvent, ceux qui connaissent Swift, ils sont dans des grandes banques et dans des grandes machines. Il faut après penser à tous les petits détails, parce qu'une fois qu'on fait Swift, on fait aussi des paiements en euros, donc il faut aussi savoir comment SEPA fonctionne. Ensuite, il faut savoir comment le change fonctionne. Il faut avoir des relations avec des banques correspondantes. Donc, en fait, les banques correspondantes, c'est les comptes en banque des autres banques. Donc, il faut ouvrir un compte en étant une banque ou en étant un prestataire de services de paiement dans d'autres banques. Ça, c'est très compliqué, parce que les relations de banques correspondantes sont difficiles à avoir. Nous, surtout quand on commence, au début, il n'y a personne. Et les banques disent bah non, pourquoi je vous ouvrirai un compte? Vous êtes risqué, vous êtes petit et je ne vous connais pas. Et donc, si ça se trouve, vous allez créer des comptes pour faire du blanchiment d'argent. Ouais, j'allais dire les KYC, blanchiment. Voilà, donc on n'a pas envie de vous ouvrir de compte, et donc au départ on peine à avoir des comptes pour faire cette activité-là. C'est très très dur. Combien de temps ça t'a pris pour développer, pour avoir vraiment un produit et réellement commencer à avoir des clients? On va dire 2-3 ans. Ouais, quand même. Ouais. 2-3 ans, ces 2-3 premières années que j'ai financé moi-même. Donc avec la vente de la première société m'a permis de financer une partie de tout ça. T'as levé des fonds Et puis après, j'ai levé des fonds. Ouais. Une fois que l'infrastructure était créée, que tout le système fonctionnait, que j'ai pu mettre les premiers clients sur la plateforme, j'ai levé des fonds. Aujourd'hui, quand on se parle, c'est combien de collaborateurs, combien de chiffre d'affaires? Et puis où est-ce que tu veux l'emmener surtout? Bah écoute, aujourd'hui, c'est un peu plus de 350 collaborateurs dans 10 pays en Europe. Et ça va être cette année, donc on est en 2024, 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est EBITDA positif, donc on est content depuis plus d'1 an maintenant. Et surtout, on continue à grossir très fort. Donc en fait, le but, c'est de continuer à grossir, c'est d'être vraiment leader européen sur ce métier-là. Dans tous les pays où on est présent, donc dans les 10 pays où on est présent. En Angleterre, on est tout petit, donc je ne compte pas dans l'Europe, mais on veut aussi prendre une position dominante en Angleterre, donc là, il faut qu'on continue à beaucoup investir. Et puis ensuite, ça va être leader mondial de ce business. On est vraiment en train de changer des choses, d'aider les entreprises dans leurs opérations de paiement à l'international. Une fois qu'elles nous utilisent, c'est un no-brainer en fait pour elles de nous utiliser plutôt que d'utiliser une banque traditionnelle. Donc en fait, c'est au plus on grossit, au plus on grossit, quoi. C'est un peu autoréalisateur. Et le but, c'est d'être numéro 1 mondial en fait. Donc une fois que l'Europe sera complètement finie, on veut aller en Asie puis aux États-Unis. À quel moment dans le développement d'Iban First, tu t'es dit que c'était possible? En fait, c'est l'appétit vient en mangeant. Donc, je pense, c'est vraiment c'est à quel moment. En fait, c'est un peu comme le modèle des levées de fonds. En fait, tu as des séries A, des séries B, des séries C. Donc, quand tu fais une série A, en disant que tu vas faire 10 millions d'euros de revenus en France. Et puis après, tu fais une série B en disant je vais faire 20 millions en France et puis je vais ouvrir 3 pays. Et puis après la série C, et après tu peux faire chacune de ces séries si jamais tu as réussi les étapes d'avant. Et à chaque étape, tu peux lever plus d'argent. Donc en fait, c'est un peu ça. C'est à chaque case que tu coches, ça te permet d'avoir plus d'ambition. Donc la case Europe, on va dire qu'elle est faite. Donc maintenant, il faut parler au marché en disant voilà, maintenant on voudrait faire aussi les États-Unis. Voilà, il faudra lever de l'argent pour le faire, même si on a des EBITDA positifs. Et en fait, si on veut continuer à avoir un top produit aussi qui va bien fonctionner aux États-Unis, il va falloir relever de l'argent. Et donc, c'est se rendre compte d'avoir
comme on a coché toutes les étapes précédentes, on sait que le marché sera d'accord pour nous écouter et qu'on va trouver des gens qui vont y croire et qui vont se dire ok, à ces gars-là, il faut qu'on leur donne un budget pour qu'ils puissent continuer à développer leur société pour qu'elle soit numéro 1 mondiale. Il y a eu des moments un peu difficiles là, dans tout ce parcours ou des moments où tu n'es pas passé loin du précipice? Oui, bien sûr, on a eu plein. Mais ça fait partie de la vie des entrepreneurs. Mais oui, il y en a eu tellement des moments où c'était très dur, où on pensait qu'on n'y arriverait pas, ou on pensait que le produit ne marchait pas. Toi, à aucun moment tu t'es dit c'est bon, j'arrête et puis je me lance dans autre chose? Non, je pense que ça c'est une de mes qualités, mais qui est la qualité de tous les entrepreneurs en fait. C'est la résilience, quoi. Ça veut dire c'est jamais lâcher, quoi. Donc il y a plein de fois je me suis dit c'est horrible, j'en ai vraiment marre. Mais à aucun moment je me suis dit que j'allais arrêter. C'est impossible. Donc c'est toujours impossible. Donc, mais par contre, il y a plein de moments où je me suis dit, oh là là, mais quelle galère. Pourquoi je me suis mis là-dedans? Par exemple, en quittant Saxo Bank pour recréer une structure from scratch avec IBAN First, il y a des moments où je me suis dit vraiment, mais c'est débile d'avoir fait ça à titre personnel. Et maintenant, je me dis plus ça. Tu aurais pu avoir un job, toi, de direction, mais dans une boîte que tu n'as pas fondée? Écoute, on va dire oui et non. Parce qu'en fait, je pense que, par exemple, j'ai un copain qui est devenu copain maintenant, mais qui, à l'époque, travaillait à Société Générale et qui vendait justement des dérivés sur action. C'est ça que je voulais faire. Et j'avais passé un entretien il y a 25 ans avec lui. Et il ne m'avait pas pris. Et j'avais passé 10 entretiens, je me souviens, avec tous les gars de la Société Générale, et il m'avait dit non. Et il me redit tout le temps, tu vois, heureusement que je ne t'avais pas pris, parce qu'en fait, sinon tu n'aurais pas monté des boîtes si jamais je t'avais pris. Mais en fait, non, les gens, ils voulaient pas me prendre dans des super jobs. Donc j'étais un peu forcé, si je voulais faire un super truc, de créer quelque chose moi-même. Donc ça, c'est la première réponse. Et puis la deuxième réponse, c'est quand j'étais chez Saxo Bank, je suis quand même resté 8 ans chez Saxo Bank et j'ai dirigé comme un manager international une activité européenne pour la banque. Mais je pense que j'avais un profil particulier. Enfin, je détonnais par rapport aux autres regional heads et par rapport à la direction de la banque. Mais comme Saxo Bank était aussi encore détenu par ses fondateurs à ce moment-là, que je m'entendais très bien avec eux, le courant passait très bien. Mais sinon, oui, j'ai pas un profil classique. Si je devais qualifier ton style de leadership? On vient de faire un off-site, par exemple, et j'ai ma bras droite qui s'appelle Sonia Boudier, qui est vraiment la deuxième personne de la société, qui, elle, vient de la Société Générale, et qui, elle, est tout le temps là pour me calmer dans les idées que j'ai. Et donc en fait, moi j'ai 50 idées à minute, je veux ouvrir un bureau au Japon, je trouve ça cool le Japon, mais en fait c'est vrai que ça n'a peut-être pas de sens d'ouvrir un bureau au Japon, donc elle me dit non, elle va me donner les arguments pour lesquels il ne faut pas ouvrir un bureau au Japon. Et là on a fait un off-site, et par exemple dans le off-site on a fait un peu des blagues avec le staff, et dans les blagues c'était Sonia et moi qui parlions à tout le staff, et moi je disais je veux faire une société avec 1 milliard de revenus. Pas 1 milliard de valo, ça n'a pas de sens, je trouve ça nul, mais je veux 1 milliard de revenus. Et donc Sonia me dit, mais 1 milliard de revenus, c'est beaucoup, c'est pas possible. Donc elle jouait ce rôle-là. Et je pense qu'en fait, oui, je pense que certaines personnes aiment la boîte et aiment bosser avec moi, et moi j'aime bosser avec eux parce que justement, je réfléchis un peu différemment et je veux créer des gros trucs, et j'y crois vraiment. Et en fait, in fine, on y arrive. Et ce qui est marrant d'ailleurs, en faisant ce petit sketch de 1 milliard de revenus, c'est que nous, on avait fait ça un peu comme une blague. 1 milliard de revenus, c'est beaucoup quand même. Mais toutes les autres personnes dans la salle n'ont pas compris que c'était une blague. En fait, putain, c'est génial, on va faire 1 milliard de revenus dans pas longtemps. Mais parce que même pour toi, c'était une blague. En fait. Ouais, c'était une blague. C'était dans le sens de la blague, parce qu'on a fait 70 millions cette année. L'année prochaine, on va faire 100 millions.
Mais même si on continue à grossir de 50% par an, d'ailleurs j'ai fait le calcul, ça va mettre quand même pas mal d'années pour faire 1 milliard. Et même si on continue de grossir à 50%. Donc 1 milliard de revenus, c'est quand même pas pour tout de suite. Et voilà. Mais les gens dans la salle étaient là, ouais, c'est génial. Donc ils n'étaient pas étonnés que tu puisses. C'était pas étonné, voilà. Quelle est la part des techs par rapport aux autres profils chez toi? On va dire. La part de ton business qui est vraiment de la tech. Donc on a à peu près 150 personnes qui sont tech produits et data. Pour nous, c'est hyper important, forcément. Et ce qui est intéressant, c'est que 150 personnes qui travaillent sur cette problématique, parce qu'on a toujours essayé d'être focus aussi, on essaie tout le temps d'être focus, de ne pas s'éloigner de notre objectif, qui travaillent que sur une problématique de paiement à l'international. En fait, c'est quand même une grande force de frappe. Il n'y a pas beaucoup de banques, même de banques qui ont l'équivalent de ça. Et ce qui fait que ça nous permet d'avoir un produit qui est top du top, qui est le plus évolué du marché sur ça. Si j'en reviens à toi, et tu vois, tu as très vite créé tes propres boîtes. Tu vois, la solitude du dirigeant. Comment est-ce que tu gères cette problématique de la solitude de l'entrepreneur ou du dirigeant? Il y a quelqu'un qui s'appelait Denis Malamatinas, qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui était le chairman du board d'Iban First et qui était aussi le chairman du board de Saxo Bank. Et qui était quelqu'un d'incroyable et qui m'a énormément aidé pour plein de choses. C'était l'ancien CEO de Pepsi et après de Burger King Global. Donc voilà. Et donc il y a ça. Et puis aussi où j'essaye de bien m'entourer chez Iban First avec des gens bienveillants. Encore une fois, c'est vrai que je pense que les profils des entrepreneurs souvent sont un peu différents de celui des super managers. Donc en fait, tu peux avoir une personnalité qui est peut-être un peu moins lisse en étant entrepreneur. Donc il faut des gens qui arrivent à comprendre cette personnalité et comprendre tes défauts, comprendre que tu as tout le temps plein d'idées. Tu as envie de faire plein de choses, mais que parfois tu as des mauvaises idées et qu'il ne faut pas tout le temps suivre tes idées. Donc, mais en même temps, c'est pas parce que parfois tu as des mauvaises idées que tu es naze. Donc en fait, il faut trouver des gens qui ont des personnalités avec qui tu peux bien t'entendre. Est-ce que tu arrives à te garder du temps? Est-ce que c'est un sujet pour toi? Parfois tu te dis, là quand même j'en fais trop et je passe à côté de certaines choses. Non, franchement, c'est pas un sujet. Donc... je vis ma vie, quoi. Donc, je vis ma vie et j'ai pas l'impression que je passe à côté de quoi que ce soit parce que je choisis ce que je fais. Donc, et on va dire que je choisis beaucoup mon boulot et beaucoup ma famille. Et peut-être c'est vrai, dans ce cas-là, mais j'en ai fait le choix, un peu moins les amis, quoi. Donc, on va dire, il y a 3 trucs, les amis, la famille et le boulot. Et si on travaille beaucoup et qu'on passe beaucoup de temps avec sa famille, souvent on a moins de temps pour voir des copains. Mais on va dire que c'est un choix, et ce choix il peut évoluer dans le temps aussi, et donc voilà. Est-ce que tu as besoin d'aller chercher de l'inspiration? Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a une lecture ou quelque chose qui t'a réellement inspiré? Non, justement, mon problème c'est que j'ai trop d'idées tout le temps, donc en fait j'essaie de même limiter les apports extérieurs parce que sinon j'ai la tête qui va exploser. Donc j'essaye de me limiter au maximum déjà à faire ou à essayer de faire ce que j'ai en tête. Mais sinon... T'as toujours été comme ça? Enfin, je veux dire, à l'école, quand t'étais gamin, t'étais ce genre d'enfant qui a 50 idées à la minute, qui court dans tous les sens. Ouais. Donc, c'est assez aligné. Ouais. On va devoir se laisser. Je te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation. C'était très chouette d'avoir ton histoire, de comprendre réellement comment ça s'est passé, parce que comme ça, Iban First, enfin, on touche des sujets que je pense, même si quand même beaucoup ont entendu parler de toi, la manière et la complexité de l'environnement dans lequel tu es, c'était très intéressant. Je te souhaite le meilleur pour le développement futur de ta boîte. Et puis à bientôt probablement chez YPO. Merci encore à toi. Merci à toi. Et pour ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Top, merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.